Bonjour, Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord, vous anticipez, c'est super. Vous avez bien fêté? Ah, c'était bien passé. Comme le curé l'a dit, avec la résurrection, tout va bien. Amen, amen, je vais dire amen. Alors, on parle aujourd'hui de la fête de Pâques, de la célébration de la résurrection et de la sécurité routière. D'entrée de jeu, c'est faire peut-être un état des lieux en cette célébration. Tout à fait. Quel est le point? Cette année, particulièrement avec je vais dire, la crise du Covid, il y a un aspect de la sécurité routière qui n'a peut-être pas été mis en exergue. Les années précédentes, la fête des Pâques, on va constater beaucoup d'utilisation de la voie publique par des chrétiens pour le chemin de croix. On n'a vraiment pas eu cette occasion cette année-là. Mais la fête des Pâques, un peu comme toutes les fêtes, entraîne beaucoup de déplacements de population et bien évidemment le risque d'accident est plus élevé. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment de statistiques. Si l'accidentologie en matière de période des fêtes, de Pâques particulièrement, on ne va pas vraiment le dire, on se rend compte que les comportements des usagers prennent, je vais dire, une tournure particulière en période de Pâques. Donc il faut qu'on en parle également. Justement, ces comportements, on va les toucher du doigt et les énumérer. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir en cette période? C'est vrai qu'il y a plusieurs périodes de fêtes dans une année, mais singulièrement à celle de Pâques, qu'est-ce qu'on remarque? La fête des Pâques a quand même une particularité. Contrairement son notion en plus ici. Exactement. Et contrairement aux fêtes de fin d'année habituelles, où il y a une ferveur, une liesse quasi populaire, la fête des Pâques, on va sentir peut-être une liesse chez certaines couches sociales. Je parlais des chrétiens tout à l'heure. On va aussi parler d'une catégorie de population qui a un comportement, on va dire, un griffe de peuple migrateur. On va sentir un grand déplacement de la ville vers les régions à l'intérieur de nos campagnes. Donc, c'est des situations particulières dont il faut parler. Et l'environnement insidieux de la fête des Pâques et le déplacement des populations crée quand même un phénomène assez intéressant de la sécurité routière. Donc ça, c'est ce qui fait la particularité de ce notion ici. On va constater que les populations vont beaucoup voyager à travers les sociétés de transport par car, puisqu'on se déplace de la ville vers l'intérieur. En période de fête de fin d'année, généralement, les déplacements sont sur des courtes distances. On va quitter dans la même ville, on peut se déplacer plusieurs fois, on va rendre visite à une famille. Mais en période de fête pascale, c'est de très longues distances. C'est des mobilités interurbaines. On va parcourir des longues distances sur de longs moments. Et bien évidemment aussi, il y a cet aspect sur la sécurité routière, sur l'état du conducteur, sur l'état des passagers. Il faut en parler. Justement, parlons-en et décryptons cette transhumance des populations, on va dire dans les moindres détails, parce que bon, on a pu remarquer cette image ou cette vidéo d'une dame qui se faisait porter pour avoir la chance d'obtenir une place dans un car. C'est tout ça, c'est tous ces comportements-là. C'est la particularité de la fête des Pâques. Bon, franchement, est-ce que ça c'est indiqué aussi cette manière de transporter les personnes? Ici, là, on voit cette image, mais on va voir d'autres images où on va transformer le véhicule qui ramassait les sacs de cacao la veille en véhicule de transport en commun, du jour au lendemain. Et donc, il faut en parler aussi. C'est des situations qui sont cocasses, mais c'est des situations quand même qui imposent beaucoup de risques pour le transport, pour les voyageurs également. Et justement, quel risque on encourt à se comporter de cette manière? J'ai envie de dire au vu, au su de tout le monde, mais tout le monde aura sa part, ne vous inquiétez pas. Pour la personne même qui entame cette démarche-là, qu'est-ce qui se passe dans son esprit et quel risque véritablement cette personne encourt peut-être en l'ignorant? Oui, il y a beaucoup d'ignorance en matière de transport des passagers en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'ignorance. Le risque fondamental, bon, il va y avoir des risques de responsabilité, mais quand on n'utilise pas le bon véhicule de transport, quand on a adapté, quand on a modifié, mais quand on n'est pas conforme à la réglementation, quand on va avoir des surcharges des passagers, le risque qu'on va avoir, c'est qu'en cas d'accident, on ne va pas avoir l'assurance qui va avec. Parce que c'est des infractions qui vont permettre d'exonérer la responsabilité de l'assureur. Et du coup, on risque d'être confronté à la dure réalité de l'accident, à se prendre en charge alors qu'on n'a pas les moyens. Donc, et ça, c'est la conséquence de la sécurité routière. Les sociétés d'assurance savent en tirer profit pour vous reprocher vos erreurs, vos négligences. Et bien évidemment, ils ont le droit de ne pas prendre en charge la victime de l'accident qui arrive. Et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible que le conducteur, le propriétaire du car, le transporteur ait les moyens vraiment de faire face à ses responsabilités. Donc, pour le passager, il doit tenir compte de ce gros risque-là. C'est dire, ah, mais si quelque chose arrive, je ne pourrai pas m'en sortir seul, puisque ceux qui sont censés jouer leur rôle
vont se dégager leurs responsabilités et en conséquence, je vais dire, changer sa mentalité, adopter une posture plus responsable. Alors, Monsieur Ekou, hein, toujours dans le circuit départ, arrivée, arrivée, départ, il y a quelques comportements qu'on remarque encore, notamment les comportements chez peut-être les compagnies de transport. Parce qu'au regard de l'affluence qu'on remarque sur les gares, c'est clair qu'il y a d'autres comportements qui sont... on va dire, adoptés, qui forcément ne favorisent pas la sécurité. Lesquels? Tout à fait. Il va y avoir deux éléments sur lesquels je vais insister. Généralement, pour ceux qui ont fait les déplacements interurbains, on a tendance à organiser des convois. On a tendance à organiser des convois. Bon, ils disent convoi parce qu'on met tout le monde dans un même véhicule, même si le code de la route, pour parler de convoi, suppose qu'il va y avoir deux véhicules qui se suivent pour une même destination à un certain rythme équivalent. Mais ici, on parle de convoi, le fait qu'on puisse mettre plusieurs personnes dans un même véhicule pour les envoyer au lieu de destination. Et dans ce convoyage-là, il y a forcément un organisateur qui va peut-être chercher le car, qui va peut-être chercher la société de transporteur. Cet organisateur-là, souvent, il ne prend pas en compte la dimension de la sécurité routière, soit parce qu'il n'a pas été suffisamment mis au courant pour ça. Il y a la société de transport qui doivent aussi constater que ce n'est pas parce qu'il y a, je ne vais pas dire une traite, mais parce qu'il y a une occasion qu'il faut profiter pour surcharger, remplir le véhicule, ou bien mettre en circulation un véhicule qui ne correspond pas aux normes de sécurité routière qui ont été mises en place. Et ça aussi, il faut le rappeler. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire que, comme on sait qu'il va y avoir une affluence dans les gares routières, il faut disposer nos gares routières à recevoir ces passagers. La réglementation est claire. Il y a une disposition de la loi sur le transport intérieur qui impose que les gares routières soient en mesure d'offrir une capacité de place assise d'au moins 100 passagers. C'est en ce moment-là qu'on va voir ces gares routières, le preuve de la réalité de la sécurité routière. On dit qu'il faut qu'il y ait autant de toilettes pour ces 100 personnes-là et des toilettes séparées pour les hommes et pour les femmes. Donc, ce n'est pas aux transporteurs, ce n'est pas aux passagers de chercher un endroit où se mettre à l'aise. Et ça fait partie de leur responsabilité. Donc, quand on organise un convoi, quand on organise un transport collectif de passagers, il faut quand même amener nos transporteurs, nos gérants de gares routières, des fois qui se chamaillent sur les passagers, à jouer leur rôle et à prendre leurs responsabilités. Alors ici, hein, M. Ekou, venez de nous apprendre quelque chose, notamment la disponibilité de la logistique pour pouvoir effectuer un bon voyage. Qu'est-ce à dire quand on a quelques arrêts ça et là sur des aires d'autoroute où on se lâche, pour ainsi dire? C'est pas indiqué. Donc, normalement, on devrait avoir des points stop des gares à certains kilomètres. La distanciation, c'est quoi finalement? Le mot intéressant que vous sortez ici, c'est le mot autoroute. Parce qu'en matière de code de la route, la circulation sur l'autoroute est carrément différente de la circulation sur la voie classique et en agglomération ou agglomération. La circulation sur l'autoroute dans notre code est suffisamment réglementée et il y a beaucoup de comportements qu'on va constater. Vous parlez d'arrêt, c'est vrai que je n'ai pas encore eu beaucoup d'expérience des aires de repos sur nos autoroutes, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, à certains moments, il y a des campements qui sont plus ou moins aux abords de l'autoroute qui permet de marquer des pauses. Mais ces campements-là ne sont pas forcément conformes à la réglementation. Sur l'autoroute, la circulation des piétons est interdite, l'arrêt est interdit. Et bien évidemment, chez nous, on a malheureusement constaté que ce n'est pas respecté. Pas du tout. On va s'arrêter pour acheter de la viande sur la route, comme on a dit viande de brousse, parce qu'il y a beaucoup de commandes qui arrivent. On va s'acheter pour faire des commerces. Et quand on a un convoi, qu'on va faire des pauses, parce que des passagers sentent le besoin de faire une pause, il faut penser que sur l'autoroute, on ne s'arrête pas parce qu'il faut s'arrêter. Il faut vraiment que le conducteur trouve suffisamment d'espace pour s'assurer que tous ces passagers, un car peut prendre qu'à 70 personnes, que ces 70 personnes-là, s'ils descendaient tous en même temps, puissent être en sécurité sur la voie routière, sur l'autoroute. Et bien évidemment, les autres usagers qui les verront à une bonne distance doivent comprendre que c'est vrai que la vitesse est élevée sur l'autoroute, mais qu'en situation de Pâques, des passagers ont besoin de marquer des pauses pour peut-être adopter des comportements responsables, ralentir, réduire sa vitesse à l'approche d'un car qui est arrêté parce que des gens sont en train de faire une pause. Alors, on va encore prolonger la discussion sur ces différents comportements et attitudes qu'on peut remarquer ça et là lors des voyages et surtout en période de fête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des compagnies parce que c'est elles qui sont sollicitées pour le transport de la population. Mais on a aussi des particuliers qui s'adonnent à ces voyages-là avec des fois des surcharges de personnes, de bagages. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène
je n'ai pas dit récent, mais un phénomène typique à la Côte d'Ivoire, c'est une espèce de covoiturage. Et des fois, je m'entends dire, ah non, on fait du covoiturage. Je leur ai dit, mais ça, c'est une réglementation française, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Une voiture particulière n'est pas censée ramasser des passagers sur la voie, encaisser le titre de transport, puis partir avec. Ce n'est pas du covoiturage, comme vous le comprenez. C'est une infraction, un délit. C'est une infraction, c'est du transport illégal, puisque c'est une activité suffisamment réglementée. Il faut avoir des autorisations, il faut être inscrit au registre des transporteurs, il faut avoir le type d'assurance adapté pour le transport. On n'a pas le même type d'assurance pour le transport du véhicule particulier personnel que pour le transport des passagers. Ça va arriver. Donc, bien évidemment, je vais dire que celui qui fait le transport illégal, il encourt la sévérité de la loi. Par contre, on peut aider, puisqu'on va ensemble, on se connaît, on a des relations d'amitié, on a des relations de famille, on va ensemble dans le même véhicule. Mais il ne faut pas, comme vous avez dit, faire du suchage, parce que la règle du suchage ne s'impose pas qu'aux transporteurs. L'article est clair, c'est tout véhicule. Donc, dans votre véhicule, n'est pas censé faire du suchage. Chez nous, ici, la place est censée être occupée lorsqu'un enfant de plus de 10 ans l'occupe. Donc, si vous avez un passager qui met un enfant de plus de 10 ans sur son pied, il y a forcément une suchage là, c'est déjà avéré. Et surtout que la suchage, l'une des raisons fondamentales pour qu'on la décrit, c'est qu'elle vraiment va mettre en cause la responsabilité du chauffeur. Mais le risque, c'est que, par exemple, avec la suchage, on a du mal à mettre les ceintures, on a du mal à s'asseoir confortablement, on a tendance à gêner le chauffeur. Et donc, cette règle de suchage-là va s'appliquer à tout le monde, s'appliquer au chauffeur. Et donc, il faut vraiment prendre ces dispositions. Ce n'est pas parce qu'on est en période des fêtes, on a des dispenses, on a des facilités, des tolérances, que c'est une pratique à souhaiter et à le faire. Alors, Monsieur Ekou, vous avez parlé de quelque chose de très important, le port de la ceinture. On va retourner dans nos cars et puis essayer de comprendre comment cette disposition-là s'applique. Généralement, dans les cars, c'est vrai qu'on voit, il y a des ceintures un peu comme dans l'avion. Tout à fait. Leur utilité, pour que tout le monde en comprenne l'essence, et puis leur non-utilité et le risque encouru. Notre législation n'a pas avancé au rythme de l'évolution technologique en tant que telle. Notre législation est restée sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager avant du véhicule. Je vais le dire, c'est un peu ce qu'on veut dire chez nous. Mais dans d'autres choses, on a beaucoup avancé parce que la raison est claire. Chaque ceinture de sécurité dans un véhicule a son importance. Et il est recommandé parce que ce n'est pas une obligation, mais dans certaines législations internationales, c'est obligé. Il est obligé de porter la ceinture de sécurité lorsque le siège en est pourvu. La raison est fondamentalement très simple. La ceinture de sécurité vous garde en survie en cas d'accident. Il y a tellement de témoignages qui montrent que la ceinture de sécurité a été très, 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 très efficace en matière de protection de la vie des usagers. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Chaque fois qu'un siège a une ceinture de sécurité, il est du devoir de l'automobiliste de le porter. Certains véhicules, par exemple, sont conçus pour tenir compte de l'impact de l'accident sur les passagers. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de véhicules de transport en commun. Donc, dès qu'il y a une ceinture, il faut le porter. Je le répète, ce n'est pas obligatoire pour les ceintures qui sont derrière le chauffeur, mais c'est très fortement recommandé pour votre propre sécurité, pour la survie des autres passagers de la route aussi. D'accord. Alors, on va descendre du car et puis se rapprocher peut-être de nos forces de sécurité, notamment celles qui sont sur les routes en ces périodes-là. Vous qui êtes très imprégné, quel est le constat que vous faites? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel, le dispositif installé, il est adéquat pour pouvoir juguler, résorber d'éventuelles mégardes des uns et des autres? Malheureusement, on n'aura pas suffisamment de policiers pour faire la police derrière chaque usager de la route. Et comme quelqu'un le rappelait, en période de Covid, chacun devait être le policier de son voisin. Il ne faut pas que aussi ces acteurs, comme ils le disent, pensent qu'ils sont en férié, parce que c'est une période fériée. Ils ont toujours travail à faire. Il y a un niveau de tolérance qu'on va accepter, qu'on va laisser faire, parce qu'on s'est dit, bon, la période peut expliquer certains comportements, mais il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment trouver la ligne médiane entre la tolérance pour faciliter le déplacement des passagers, des usagers de la route, et la fermeté pour assurer la sécurité de ces mêmes usagers de la route-là. Des fois, on a tendance à faire plus de tolérance parce que c'est la fête. C'est vrai qu'il va arriver, le policier va avoir une voiture inconfortable, c'est ah, ben c'est la fête. Des fois, on va dire, ah, mais c'est la même. Chaque fois quand c'est la fête, ils le font ici.
C'est vrai, je parle de tolérance, mais il faut vraiment qu'ils jouent leur rôle. Et quand je dis police, et quand je dis force de sécurité, il y a la police qu'on connaît. La dernière fois, on a parlé des polices municipales. Ils ont aussi un rôle à jouer. C'est des acteurs de sécurité routière. Je veux aussi inviter même, pour ceux qui organisent ces convois-là, des fois, ils arrivent à mettre en place des acteurs de sécurité pour faire la police en interne. Il faut peut-être aussi les mettre au fait des règles de sécurité routière à mettre en application. Dans la sécurité routière, il y a forcément sécurité. Ça fait partie de leur mission parce que la police à elle seule, la gendarmerie, bon, en race campagne, en elle seule ne suffira pas à assurer la sécurité et la suivi de tous les passagers. Donc chacun doit pouvoir être le policier de son voisin en matière de sécurité routière. Alors, dans un contexte aussi particulier qu'est cette crise sanitaire de Covid, oui. Quelles sont les dispositions réelles et quelles est la régulation efficiente qu'on peut constater? Parce qu'on a pu le voir, il ne faut pas se leurrer. On a vu dans nos gares cette agglomération de personnes dans un lieu sans respect de mesures barrières. Quand on regarde ça, à qui incombe finalement la responsabilité de réguler, d'observer, de sanctionner s'il le faut? Parce que là, c'est des clusters qu'on a créés et ces populations-là, elles vont d'un point A à un point B. C'est clair qu'il y aura contact et pour ainsi dire prolifération du virus. Tout à fait. Les faits sont les véritables challenges, les véritables défis des politiciens en matière de respect des mesures barrières. On le constate sur tous les cieux. C'est pourquoi d'autres prennent sur eux de carrément interdire ces périodes-là. On ne l'a pas fait. Ça va être difficile. Il incombe, dans les textes qui avaient été mis en place lors des mesures barrières, on avait mis la responsabilité sur le conducteur, sur le propriétaire du véhicule. Mais en cette situation-là, il est un peu difficile. À qui est comme la responsabilité? La réponse va être difficile à dire. Mais je pense que quand on parle de santé publique, on parle de chacun de soi. Donc au moins les gestes essentiels, les gestes basiques, on peut le faire, comme le port du masque, le lavage des mains, la responsabilité incombe, j'allais dire, à l'usager lui-même d'abord. Je préfère le dire ainsi, avant de chercher la faute d'un politicien ou la faute d'un transporteur. C'est à moi de savoir si j'ai un masque qui est aux normes, qui est confortable, qui est propre. C'est à moi de savoir si j'ai lavé les mains. C'est à moi de savoir si je ne me sens pas suffisamment bien pour faire la fête. C'est à moi de savoir si j'ai des symptômes qui pourraient être des symptômes de Covid et prendre la décision responsable qu'il en est. Une fête, elle est intéressante, mais il ne vaut pas la peine de mettre sa vie en danger, de mettre la vie des autres en danger. D'abord, la première responsabilité pour moi viendrait de ces usagers-là. Et puis, bien évidemment, on parlait des propriétaires des gares routières. C'est à eux de s'assurer qu'il y ait suffisamment de désinfectants dans les gares. Pour ceux qui ont oublié les gares, c'est à eux de s'assurer qu'il y ait suffisamment de moyens de permettre aux usagers de respecter les mesures barrières. C'est à eux de s'assurer ces éléments-là. Le propriétaire du véhicule, l'obligation qu'on lui avait imposée au début de la crise, c'était de faire la distanciation dans le véhicule avec les places séparées. Je ne pense pas que ça pourra avoir des effets actuellement. Je ne dirais pas que c'est une règle qui est nulle, non avenue, mais aujourd'hui, et ça, cette responsabilité incomberait aux agents de sécurité qui feront la police. Ben justement, parce qu'aux premières heures de la survenue du virus, on se rappelle bien, là, on dit ce que c'était, on avait vraiment le respect, même le nombre de passagers dans les véhicules avait été considérablement réduit, dans les cars également, on avait même des places, mais là, aujourd'hui, on est parti... Les tests ne sont pas caducs, c'est toujours appli, c'est toujours là, les tests sont toujours disponibles. Je vais dire que c'est... Je sais que... L'application maintenant. À la veille des fêtes, j'ai vu une campagne de sensibilisation du ministère des Transports qui voulait rappeler qu'il y avait toujours des mesures fermes, des mesures barrières qui existaient. J'espère que les acteurs qui vont constater qu'il y a des violations flagrantes, mais il y a des violations graves qui mettent en danger le risque de santé publique, pourront réagir. On l'espère en tout cas. Merci Monsieur Paul-Arnaud Ekou pour votre contribution, on va dire citoyenne aujourd'hui, parce que des populations vont se déplacer soit pour rentrer chez elles aujourd'hui et reprendre le boulot demain. Donc on a essayé de toucher du doigt tous ces comportements qui ne sont pas très adéquats à avoir lors de voyages et pendant la traversée. Merci infiniment. Merci.